Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Le président français a officialisé ce 9 novembre la fin de l'opération Barkhane, 3 mois après le départ des derniers soldats français au Mali. Une entreprise logistique sans précédent pour les milliers de militaires français qui étaient déployés donc au Mali. Lancée en 2014, l'opération Barkhane a remplacé Serval au Sahel pour lutter contre divers groupes djihadistes, notamment Daesh, AQMI et Boko Haram au Mali, au Tchad, au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie. Alors quel est le bilan de cette opération? Est-ce l'occasion de redéfinir la présence française au Sahel et en Afrique de l'Ouest? Pour en parler, je reçois Sylvain Guessant, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatima. Et Lassine Bakayoko, journaliste, bonjour et merci d'être présent. Bonjour. Alors messieurs, la France est bel et bien partie, mais est-ce parce qu'elle le voulait ou parce qu'on l'a poussée vers la sortie? Je pourrais dire l'un dans l'autre. C'est vrai que depuis un certain temps, aussi bien du côté de Paris que du côté de nos capitales, plusieurs voix s'élevaient pour évaluer la présence française, aussi préférer l'opération Barkhane au Mali. Déjà en février 2021, si j'ai bonne mémoire, le président Macron avait fait savoir aux différents dirigeants des pays du G5 Sahel sa volonté de retirer les soldats français si ceux-ci militaient pour cette cause-là. Il a fallu toute la présence du président Idriss Déby qui a pris l'engagement de faire venir des soldats canadiens dans la zone des 3 frontières afin de lutter contre le terrorisme dans cette partie du monde pour ne pas en faire une zone d'incubation du terrorisme. Donc, depuis au moins décembre 2020, et bien même avant cela, il y avait un peu d'agacement de part et d'autre. Aussi bien du côté de Paris, qui était un peu fatigué d'entendre de la part de nos analystes, de nos dirigeants, de certains journalistes, de la société civile de nos États dire que l'opération Barkhane ne servait pas à grande chose. Et aussi du côté des analystes en Europe qui trouvaient que l'opération Barkhane coûtait un peu trop cher pour le résultat qu'on voyait. Donc, l'un dans l'autre, avec le dernier coup d'État qu'il y a eu au Mali, la situation s'est véritablement dégradée. Et aujourd'hui, c'est la fin de l'opération Barkhane. C'est ça, la France est persona non grata au Mali? Oui, on peut dire que la France est persona non grata au Mali. Pas nécessairement du fait de la France, mais peut-être du fait de la population malienne et davantage du fait de la junte. Alors, la France était devenue indésirable au niveau du Mali, simplement parce que les Maliens estiment que les objectifs qui avaient été fixés depuis 2012 avec l'arrivée de Serval, puis de Barkhane en 2014, ces objectifs-là n'ont pas été atteints. Alors, et le djihadisme continue de, si vous voulez, de s'élargir au niveau de la zone, d'infester l'ensemble de la zone et même d'attaquer d'autres points stratégiques. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, les djihadistes viennent frapper jusqu'au cœur du pouvoir malien. Donc, les Maliens estiment que la France n'a pas tenu ses engagements, ou du moins fait preuve de mollesse au niveau de son engagement. Et donc, comme Sylvain l'a dit, à un moment donné, la population était agacée, exacerbée par la propagande de la junte. Donc, la France n'avait plus de raison d'être au Mali. Mais on va faire le bilan, justement. Quel est le bilan de cette opération? Certains parlent d'un échec cuisant, d'autres d'un bilan plus mitigé, parce qu'il y a eu des actions positives, du moins au départ de cette opération. Et après, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est surtout ça qui m'intéresse. Est-ce des problèmes de logistique? Il y avait jusqu'à 5000 soldats au plus fort du déploiement. Est-ce à cause de la durée? Macron lui-même l'a dit, que maintenant, ils ne veulent plus rester longtemps sur les théâtres d'opération. C'est quoi le problème? Et déjà, est-ce un échec? La question que je poserais en vue de répondre à votre question, c'est est-ce qu'il n'y avait pas eu Serval? Que serait-il advenu du Mali et des États côtiers? On se souvient que lorsque les forces françaises quittaient Abidjan pour le Mali, fin 2012, début 2013, les terroristes étaient à quelques 200 km de Bamako. Et véritablement, il n'y avait pas de force militaire en face pour bloquer l'avancée des terroristes. Il a fallu au moins cette opération Serval à partir de janvier 2013 pour stopper et repousser les mouvements terroristes qui descendaient sur Abidjan. C'est à juste titre que lors de l'arrivée du... Bamako.
à Bamako. C'est à juste titre que lors de la visite du président Hollande à Bamako, il a été accueilli avec tout l'enthousiasme dont Bamako était capable. Donc on ne peut pas dire que le bilan il est foncièrement négatif. Je pense que dans sa première phase, l'opération Serval a été un succès. Alors, dès le moment où, en février 2014, c'est-à-dire soit 14 mois plus tard, le pays du G5 Sahel a décidé de mettre en force, de mettre sur place une force, le G5 Sahel. Je pense qu'à ce moment-là, l'opération Serval n'aurait pas dû devenir Barkhane. Il aurait fallu appuyer ces soldats-là et puis les laisser combattre. La France a demeuré plus longtemps que cela. En stratégie militaire, c'est Clausewitz qui parlait de la théorie du point culminant, que Olivier Zachek, notre spécialiste de la stratégie militaire, a utilisé pour expliquer la présence américaine en Afghanistan. Une opération militaire a un point culminant. Dès lors que vous atteignez ce point culminant, naturellement, vous ne pouvez que descendre, perdre en valeur. Alors après l'opération Serval, la France aurait dû écourter sa présence à Bamako. Elle a duré plus que de raison. Les forces du G5 Sahel n'ont pas eu les moyens pour combattre. Elles se sont dites qu'au regard des moyens dont dispose quand même la France, 5e puissance militaire mondiale, elle pouvait faire des terroristes une bouchée. 2013, 2021, 8 ans de présence au Mali, 1 200 000 km², avec encore une partie du territoire malien occupé par les terroristes. C'était incompréhensible pour les populations maliennes, pour la société civile africaine. Et donc, pour elles, ce fut un échec. Je ne sais pas. Depuis un certain moment, pour les puissances occidentales, il s'agit de faire la guerre zéro mort. Donc, simple couverture aérienne, elles frappent les cibles, mais pour le ratissage au sol, elles ne sont pas bien motivées pour le faire. Donc, il faut des forces locales pour faire le ratissage au sol. Tant bien que ce ratissage est fait, il faut encore la présence militaire pour consolider la paix. Or, malheureusement, ce qui a été donné de constater, c'est qu'après la couverture aérienne, il y a eu quelques fois où il y a eu des ratissages au sol, mais après, il n'y a pas de militaires pour conserver ces positions. Donc, les soldats se repliaient. Naturellement, les terroristes revenaient pour occuper la position. Le Mali, c'est quand même 1 243 000 km² pour 20 000 militaires. C'est insignifiant. Oui, sur la même question, quelle était l'erreur stratégique et est-ce un échec cuisant ou en demi-teinte? Pas du tout. Ce n'est pas un échec de la France. Peut-être qu'il y a eu des erreurs d'appréciation ou des erreurs de partage de rôle dès le début. Parce que quand j'entends les autorités maliennes parler, ou bien la population malienne parler, elles donnent l'impression que la France était venue pour jouer le rôle de l'armée française. C'est-à-dire, faire même les questions de sécurité... L'armée malienne. Même faire les questions de sécurité primaire, les populations ont estimé que c'est la France qui devait le faire. Or, la France, elle était venue... D'abord, vous avez bien vu que elle ne voulait même pas combattre les irrédentistes de Kidal, puisqu'elle a dit que ça relevait d'un domaine purement politique et que ça devait avoir une solution politique. Et que son rôle était d'aller à l'encontre des djihadistes. Mais ce n'était pas l'avis des populations maliennes. Or, aujourd'hui, ça ne peut pas être un échec, puisque tout le monde sait que la menace djihadiste s'est métastasée un peu partout, aussi bien au niveau de Bamako, un peu moins la Mauritanie, le Burkina, le Niger. Donc la menace djihadiste, elle était partout. De ce fait, la France n'avait pas les capacités, même opérationnelles, pour couvrir l'ensemble de ces territoires. Quoi qu'elle soit la 5e puissance mondiale, mais il faut dire que l'ensemble de ces territoires, c'est plus de 2 millions 500 millions de kilomètres carrés. Donc on ne peut pas demander à l'armée française de pouvoir couvrir l'ensemble de ces zones avec efficacité. Donc moi je pense que ce n'est pas un échec, puisque si la France n'avait pas été là, le Mali n'existerait plus aujourd'hui. Peut-être que les États comme les nôtres seraient effectivement menacés. Mais pourquoi, vous écoutez, on l'oublie, puisqu'on a l'impression que la France est devenue finalement le problème. C'était censé être la solution, ils sont devenus le problème. Et on va parler des accusations graves du Mali à l'encontre des Français. Pourquoi cette tournure? Ça a pris cette tournure? Écoutez, comme on est le problème au Mali, dans la bande sahélienne, la résolution 1973 du Conseil de sécurité qui permet à la France et au Royaume-Uni de liquider Kadhafi. La bande sahélienne devient une poudrière à la suite de cela avec tout l'armement de Kadhafi dans la bande sahélienne. En 2013, j'étais à un séminaire à Bamako où Bamako avait évalué à 50 tonnes les armes qui sont arrivées sur son territoire. De la Libye. De la Libye. Dès lors, le raccourci est vite fait, c'est parce que la France et le Royaume-Uni ont liquidé Kadhafi. Ces armes sont retrouvées dans le désert. Et encore,
selon les travaux de Grégor, il y aurait eu 200 000 Touaregs qui auraient regagné le Mali et le Niger en provenance de la Libye. Vous savez, à la faveur de la crise malienne de 90-94, plusieurs Touaregs avaient trouvé refuge, avaient trouvé des emplois pour s'occuper sainement à Tripoli. Et parmi eux, Kadhafi avait une légion islamiste, un peu comme la légion étrangère en France. Dans cette légion islamiste, il y avait 800 soldats Touaregs qui auraient gagné eux aussi le nord du Mali. Dès lors, le basculement géopolitique, le basculement démographique était inévitable. Donc, quand j'écoutais ceux qui essaient de raisonner dans l'opinion publique africaine, s'il y a eu le Mali, c'est parce que la France et le Royaume-Uni ont déstabilisé la Libye à travers la résolution 1973. Donc c'est quoi? C'est encore cette formule de pompiers pyromanes? Les Français sont des pompiers pyromanes? Moi, je pense que cette accusation est a posteriori, puisque au moment où la France venait, Kadhafi était déjà décédé, avait été déjà tué. Et la menace djihadiste, c'est vrai, c'était à peu près au même moment, mais je pense que beaucoup de populations, c'est vrai, c'est après coup que beaucoup de populations africaines se sont indignées de la mort de Kadhafi. Et donc ça, si vous voulez, c'est un sentiment de résignation, de dépit, qui aujourd'hui, du fait de la faiblesse des moyens opérationnels de nos États, qui n'arrivent pas à contenir la menace djihadiste, donc ils cherchent un exutoire. Et cet exutoire, eh bien, c'est la France. Mais moi, je pense que la France n'a pas du tout échoué parce que la France a peut-être, il fallait donner des moyens un peu plus robustes ou bien définir le cadre institutionnel d'évolution sur le terrain de la France. Cela n'a pas été fait. La France aurait pu peut-être booster cela au niveau du Conseil de sécurité, mais elle a peut-être ses objectifs aussi. Mais l'un dans l'autre, je pense que les Maliens ont surestimé la présence française et la France n'entendait pas jouer le rôle de l'armée française. Et ça, ce quiproquo là n'a pas permis que la crise soit résolue. Et cela a occasionné aujourd'hui des fortes frictions entre Bamako et Paris. Et oui, qui se poursuivent. Et le président Macron a dit que c'est la fin de Barkhane, mais pas de la guerre au Sahel. Quelle va être la stratégie de la France au Sahel maintenant? On parlait d'un redéploiement au début au Niger. C'est toujours d'actualité? Lors de la dernière tournée du président Macron, il en a parlé. C'est un peu la pâle copie de la présence américaine dans la même bande sahélienne. Une présence pour fournir du renseignement. Maintenant, c'est comment Macron a appelé ça déjà, une présence moins visible. Chaque État va définir l'aide qu'elle attend de Paris, couverture aérienne, renseignement, frappe ciblée, mais ça ne sera plus une présence visible comme cela a été dans le cas de la Côte. Et aussi importante peut-être? Oui, le nombre va diminuer, c'est sûr. Oui. Avec les moyens technologiques dont dispose la France, n'a pas besoin forcément de 5 000 personnes dans notre espace pour donner du renseignement, pour des frappes ciblées. Donc, mais est-ce que ce n'est pas une manière de déplacer le problème? C'est-à-dire, s'il quitte Bamako pour aller vers Niamey, est-ce que ça solutionne la situation au Sahel? Mais avant tout, la France cherchait un point d'ancrage après le départ du Mali. Donc sa présence au Niger, à mon avis, n'était pas nécessairement pour des besoins de redéploiement opérationnel. Mais je pense que la France cherchait un site d'ancrage où elle allait installer ses troupes. Et là, c'est ce qui est fait. Sylvain vient de le dire. Cette force sera moins visible. En tout cas, c'est le discours que Paris tient. C'est-à-dire que cette force va agir, je vais caricaturer un peu, sera sous commandement des armées nationales. Est-ce que cette cohabitation va se faire avec plaisir? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ben justement, quelles sont les conséquences de ce départ qui n'est pas total, ce redéploiement, comme ils disent, pour la lutte contre le djihadisme dans cette zone, et notamment la zone des 3 frontières? C'est quoi les conséquences directes? Il n'aurait pas fallu créer le G5 Sahel, endosser aux pays sahéliens en écartant les pays côtiers. La France connaît bien la propagande terroriste, comment elle évolue, comment elle ne respecte pas les frontières qui ont été tracées. Il aurait fallu, à mon avis, à mon humble avis, une force endossée à la CEDEAO, quitte à avoir la coopération. Mais la CEDEAO a déjà sa force, qui est inexistante, qu'on ne voit jamais sur le terrain pour l'instant. Il aurait fallu une force de la CEDEAO qui aurait opéré avec l'aide certainement de l'Algérie, du Tchad, etc., etc. Mais une force du G5 Sahel et puis l'initiative d'Accra, ça fait un peu trop.
en termes de partage d'informations, en termes de leadership. Vous voyez déjà qu'entre les 5, la question du leadership fait que Bamako se retire aujourd'hui, on parle du G4 Sahel maintenant au lieu du G5, avec le rappel à Dieu de Idriss Déby. Le Tchad n'y est plus, le fils Déby a ses préoccupations à l'éterne, alors qu'une organisation comme la CEDEAO aurait pu mieux porter. 2013, au moment où Ney Serval, la Côte d'Ivoire sort d'une crise, il a moins de 2 ans. Donc les forces ivoiriennes aussi étaient préoccupées par les enjeux internes et endogènes. Il y en a même du Nigeria qui avait ses frappes du côté du nord-est qui étaient préoccupés. Mais je pense qu'aujourd'hui, les leaders de d'autres espaces CEDEAO, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire, sont bien disposés maintenant à porter une force de la CEDEAO de sorte à définir la menace, nous donner les moyens et voir comment mener cette lutte coopérant bien sûr avec Paris, mais aussi avec d'autres pays, la Russie, la Chine, les États-Unis, de sorte à être plus efficace. Puisqu'aucun pays dans notre espace ne peut venir à lui seul à bout de la menace terroriste. Donc c'est ça, vous pensez qu'il fallait régionaliser les forces? Il parle de la CEDEAO, encore une fois, qui a une force qui est, pour l'instant, quasiment jamais allée sur le terrain. Si la force avait été adossée à la CEDEAO, ça aurait été l'idéal, mais pas dans l'absolu. Puisque quand on dit force, il s'agit certes de moyens humains, mais il s'agit davantage de moyens financiers. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire qui sortait des crises et qui avait ses problèmes endogènes, question de politique intérieure, question de développement, il fallait rattraper le retard. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire allait être dans l'assiette de mobilisation jusqu'à un certain niveau. Or, ça fait partie des puissances régionales. Le Nigeria qui a aussi ses problèmes locaux, et notamment avec Boko Haram dans le pays Aoussa, est aussi un problème. Alors, pour financer ce type de force, ce n'est pas sur le Bénin et le Togo qu'on peut compter. Or, le Ghana aussi, c'est vrai. Qui sont frappés récemment. Qui sont frappés, mais qui n'ont pas les moyens financiers de faire face. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Bénin a rapatrié une partie de ses forces qui étaient stationnées au niveau du Mali, dit-il, pour faire face à la menace terroriste qui se fait de plus en plus pressante au niveau de sa frontière nord et nord-est. Mais je ne pense pas que les pays côtiers auraient pu avoir les moyens financiers pour soutenir cette force. Mais ça aurait été l'idéal. Mais comme je l'ai dit, ce n'était pas la panacée. Je pense qu'il aurait fallu une autre puissance extérieure, comme la France, qui fait preuve de dévotion au niveau du financement de ses ressources. Mais tout le monde voit qu'aujourd'hui, si la France est partie, le Mali l'a sans doute chassé, mais le Mali lui a donné une opportunité de partir, puisque aujourd'hui, la France, peut-être les priorités sont ailleurs, notamment vers le Balkan, au niveau de l'Ukraine, de la Russie. Mais le Mali lui a donné une opportunité inouïe. Puisque si elle était partie de lui-même, ça aurait été une sorte de capitulation. Mais ils ont parlé même... Ils n'ont pas capitulé. Ils ont parlé même de trahison. Alors, c'est ça aussi le discours double qui est assez surprenant. Autant on a sollicité la France. La France dit toujours qu'elle est venue à la demande du peuple malien, sous l'aval des Nations Unies. Maintenant qu'on lui montre la sortie, on a quand même eu le Premier ministre à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a 2 ans, dire que la France les a trahis quand Macron annonçait son départ sur le long terme. Donc c'est paradoxal, c'est contradictoire, ces propos. Bon, le Mali attendait d'une manière ou d'une autre une aide un peu plus accrue de la France dans la lutte contre le terrorisme. Force aérienne, force terrestre. Opérations militaires, opérations de police, etc., etc. Alors que la France était dans une autre dynamique sur le territoire malien. Alors, dans un tel contexte où le Mali n'est pas du tout prêt à se battre pour l'intégrité de son territoire, je le rappelle, c'est 1 243 000 km², le Mali n'en a pas les moyens. Donc, peut-être que le Mali a fait de la surenchère en espérant que la France modifierait son mémorandum de présence au Mali pour des opérations de ratissage, pour des opérations au sol. Malheureusement, le chantage n'a pas pu séduire Paris, qui a préféré, au regard du budget excessif, au regard des préoccupations, même de la guerre en Ukraine, etc., la crise qui fera Paris également, de se replier. Bon, on verra maintenant ce dont il sera question, sans anticiper sur vos questions, oui. Si la CEDEAO va prendre ses responsabilités. Oui, les fameuses forces en attente. Mais parlons de la responsabilité déjà purement africaine, au plan national pour chaque pays. Ça va être l'heure de vérité pour les militaires africains, qu'ils soient maliens ou de la zone des 3 frontières. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux, vu l'état, excusez le terme, parfois déplorable de nos armées? Est-ce qu'on va pouvoir compter sur nos propres forces?
Moi, je ne pense pas que les Africains puissent ont les forces nécessaires pour venir à bout. Parce que venir à bout des terroristes, c'est peut-être des armes, mais c'est aussi de la technicité. Or, tous les pays aujourd'hui africains, en tout cas les pays confrontés à la crise djihadiste, font appel à des moyens techniques de personnes extérieures, de puissances extérieures. Aujourd'hui, que ce soit la Russie avec Wagner, ou que ce soit la France, ou même les États-Unis qui ont des unités opérationnelles au niveau de l'ensemble de ces pays, qui font du renseignement, ou même parfois qui font du corps à corps avec les groupes djihadistes. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, nos armées, qui sont souvent mal équipées, mal entraînées, ont aujourd'hui les moyens opérationnels pour venir à bout des djihadistes. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'ambivalence aussi au niveau de la France, ça peut prêter à confusion. Mais je pense que la France doit pouvoir rester dans la zone, être une sorte de sentinelle, une sorte de digue qui pourra quand même enrayer l'avancée des terroristes vers les pays qui lui sont favorables. C'est oui, l'armée africaine. Parce qu'on a une solution qu'on a vu déjà émerger au Burkina Faso, les fameux comment ça s'appelle, VDP. C'est ça, on va devoir récupérer les civils massivement pour qu'ils aillent au front, pour avoir des effectifs, on va dire, un peu plus importants, sachant qu'ils ne sont pas formés. C'est quelle solution? De toute façon, il n'y avait pas eu de guerre sans mobilisation des civils. Toutes les guerres ont mobilisé des civils qui ont été entraînés sur le tas en vue d'aller sur le théâtre des opérations. Il ne peut pas y avoir de guerre aussi sans satellite d'observation de reconnaissance. Or, l'espace CEDEAO n'en dispose pas. Donc, on sera toujours obligé d'avoir recours à une puissance extérieure ou alors à plusieurs puissances extérieures. Maintenant, il nous faut du monde pour pouvoir faire le ratissage au sol. Il nous faut du monde pour occuper les territoires qui seront libérés. Il nous faut du monde pour assurer l'intégrité de nos territoires. Et là, ça demande une stratégie que chaque pays pourra définir en fonction de sa superficie, de son territoire, de la dangerosité, de l'ampleur de la menace sur son territoire, dans les différentes villes, les différentes régions, pour pouvoir occuper ces espaces-là. Je pense qu'il ne faut pas être alarmiste. Il y a une solution qui est possible. Il va falloir définir clairement face à tous ceux qui sont en face, qui est terroriste, qui est résistant, qui est politiste, qui est sécessionniste, etc., etc. Et puis maintenant, faire la part des choses. Si Kidal veut son autonomie, c'est un problème que Bamako doit traiter à part. Ceux qui sont des mouvements terroristes, il y a un autre traitement à part, etc., etc. Je pense que dans une telle logique, on pourra, mais il ne faut pas être alarmiste. Mais deux dernières questions. La première, c'est qu'effectivement, on a vu que les mouvements djihadistes ont proliféré et étendu leur rayon d'action en dehors du Mali. Et puis, il y a les groupes signataires des accords de paix conclus à Alger en 2015 qui n'ont pas désarmé. Et enfin, les violences intercommunautaires qui sont multipliées, sans compter le banditisme de grand chemin qui sévit. On a l'impression que c'est une espèce de millefeuille et que la situation est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et qu'il n'y a pas de solution simple. Moi, je pense que les pays, la plupart des pays, notamment le Burkina Faso, le diagnostic n'est pas bien fait au niveau de cette menace djihadiste. Parce que beaucoup de Burkinabés pensent que c'est une menace importée. Or, aujourd'hui, les experts nous disent que les djihadistes opérant au Burkina sont pour la plupart des Burkinabés. Ça veut dire qu'il y a une erreur d'abord d'appréciation au départ. Maintenant, au niveau du recrutement des VDP, vous avez vu que la junte dirigée par le capitaine Traoré a demandé 50 000 hommes. Mais même si les 50 000 hommes sont mobilisés, on ne va pas quand même mettre des gens qui sont sur le terrain qui ne sont pas bien entraînés. Maintenant, vous parlez de l'accord de paix signé au Mali à Alger, l'accord d'Alger au niveau du Mali. Mais je pense que cet accord, il y a une divergence de vues. Les groupes irrédentistes eux-mêmes demandent qu'il faut que cet accord soit appliqué. Tel que signé au niveau d'Alger, mais il faut une réforme constitutionnelle en profondeur pour pouvoir arrimer cet accord au niveau de la Constitution. Puisqu'aujourd'hui, il y a une distorsion entre cet accord et la Constitution malienne. Et là, les discussions achoppent. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le Mali est proche d'une résolution politique de sa crise. Dernière question, l'hostilité grandit à l'égard de la présence française en Afrique et un poison, on va dire, auquel Paris n'a pas trouvé d'antidote. Est-ce que la présence militaire française en Afrique participe à ce sentiment anti-français ?
Est-ce qu'il y a un lien avec l'armée? C'est la grille de lecture qu'on a voulu adopter. La grille part de ceci. La France est la 5e puissance mondiale. Elle a des satellites. Elle a le temps de voir des terroristes partout. Si elle veut tuer les terroristes, elle a les moyens de le faire. Si depuis 2013, le terroriste est encore présent au Mali et ne fait que gagner des territoires, c'est parce que la France ne veut pas les combattre. L'analyse est simple. En face, Paris ne descend pas aussi à ce niveau-là pour expliquer sa présence, le mémorandum d'entente, etc., etc. Bon, maintenant que Paris est parti, on espère que ce sentiment-là va s'atténuer, que les États vont prendre leurs responsabilités, vont devoir communiquer véritablement, vont devoir dire la vérité à leur population. Non, mais là, on parle carrément d'accusation. Là, les Maliens sont allés jusqu'aux Nations Unies pour dire que les militaires français bombardaient, notamment des civils, ou étaient à l'origine d'exactions. Ils ont eu l'occasion de faire leurs preuves. Ils ont eu l'occasion de faire leurs preuves. Il était au Conseil de sécurité. Il n'y a pas de tribune. Il n'y a pas meilleure tribune que ça pour vous démontrer vos preuves. Ils ont eu l'occasion. Ils n'ont pas. On ne les a pas vus encore, les preuves. Ils n'ont pas donné cette preuve. Le Burkina me paraît un peu plus sérieux dans sa volonté de lutter contre le terrorisme. Pas trop de bruit, on recrute les volontaires, on va sur le terrain. Bamako n'a même pas encore amorcé ce début-là. Jusqu'à ce qu'il y ait des attaques à Kati, la base, bref. Ils s'appuient sur Wagner, c'est ça aussi la stratégie. Là, depuis un certain temps quand même. Hein. Ouais. C'est la stratégie aussi au Mali. C'est Wagner. Moi, je pense que du côté du Mali, accuser Paris d'implication au niveau du conflit, moi je pense que ça relève un peu du dilatoire. Et ça exprime l'échec prévisible de l'armée malienne. Donc, vous savez, la junte malienne est dans une sorte de propagande pour légitimer sa présence au niveau de l'État malien. Et donc, vous avez vu que même quand Barkhane a annoncé son départ, il y a des membres du gouvernement de Bamako qui continuaient de dire que depuis la nouvelle position, Paris actionnait des djihadistes ou bien alimentait des djihadistes. Donc, moi, je pense que cela fait partie des stratégies pour masquer l'échec de l'armée malienne face aux djihadistes. Maintenant, quant au sentiment anti-français, il faut quand même à un moment donné que les Africains en soient un peu plus sérieux que ça. On ne va pas rejeter toutes nos turpitudes vers la France. Nous avons nos propres problèmes qui ne sont pas résolus. Mais moi, j'ai fait quand même une remarque une remarque d'ordre général. Vous savez, quand un chef d'État veut faire quelque chose, enfin, quand un chef d'État veut faire des bêtises, permettez-moi ce vilain mot, mais il suffit aujourd'hui de dire que nous sommes souverains. Mais quand cette même personnalité politique est dans l'opposition, parfois, elle réclame la présence de la France pour venir l'aider. Moi, je prends le cas de Succès Masra, qui, ces derniers temps, a appelé la France à agir, à intervenir. Au Tchad, oui. Au Tchad. Mais quand Touadéra veut modifier la Constitution, lui-même Touadéra qui avait, avec son mouvement, le MCU, Mouvement Cœur Uni, qui avait demandé aussi la présence française, aujourd'hui dit qu'il est dans une démarche on va dire indépendantiste, oui, une démarche de souveraineté. Parce que quoi? Parce qu'il veut modifier la Constitution pour pouvoir se pérenniser au niveau de l'État. Donc je pense que tout ça, ce n'est pas sérieux. Il faut que les Africains prennent leurs responsabilités, il faut qu'ils le fassent, ils regardent droit à leur population, ils regardent dans le miroir, ils regardent les choses sans opportunisme et qu'ils posent les vrais problèmes du continent africain sur la table pour pouvoir les résoudre, que d'accuser les Occidentaux. De toute façon, si vous accusez, ça veut dire que vous avez fait un meilleur diagnostic. Et si vous avez fait un meilleur diagnostic, c'est là que vous pouvez contrecarrer toutes les velléités expansionnistes de la France. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. On se quitte sur cette citation. Le grand art, c'est de changer pendant la bataille. Malheur au général qui arrive au combat avec un système de Napoléon Bonaparte. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur RTI 1.